Je pense que c'est vraiment un aspect de mon identité. C'est-à-dire que j'ai du mal à le... Pour moi, c'est pas une activité. C'est vraiment un truc très très crucial. Enfin, c'est vraiment un paramètre de mon identité qui est très fort. Quelque part, entre la France et l'Angleterre, tout en haut d'un immeuble ou en plein milieu d'un livre, j'ai rencontré une autrice dont nous sommes complètement fans à la librairie. Les livres de Clémentine Beauvais sont magiques. Ils nous parlent et nous embarquent que l'on ait 16, 33 ou 42 ans. Et ne voyez dans ces chiffres aucune allusion à l'âge de vos libraires. Elle a notamment publié aux excellentes éditions Sarbacane Songe à la douceur, Les Petites Reines, Brexit Romance ou encore Les Facétieuses. Dernièrement, elle signe au Vent Ternier Les gens qui lisent, pépites poétiques qu'on ne peut pas s'empêcher d'imaginer avoir été écrits spécialement pour nous. C'est le pouvoir de la littérature, lier des auteurs, des autrices à leurs lecteurs et lectrices. C'est être ensemble quand on croit être seul. C'est trouver refuge dans un lieu à nous qu'on peut partager avec tous ceux, toutes celles qui rêvent dans le même livre. Avec Clémentine, le livre est tour à tour un refuge, une identité, une force, un super pouvoir, ou tout cela ensemble. Pour ce nouvel épisode de notre podcast Des gens qui lisent, je me suis moi aussi réfugiée tout en haut d'une tour, dans les mots et la bibliothèque de Clémentine Beauvais. Allô ? Oui, c'est Dolly de la librairie. Merci. Bonjour, je suis désolée, c'est un peu haut. Non, pas de problème. C'est génial, j'ai l'impression de monter dans la tour de la princesse. Ouais, c'est bien, c'est pour ça. Ah bon, beau prince. Où on est, Clémentine, et pourquoi est-ce qu'on se voit ici ? S'il y a une raison pour se voir ici. Alors nous sommes chez ma mère à Paris, et il y a une raison pour laquelle on se voit ici, c'est que j'habite pas à Paris. Donc quand tu m'as dit il faut trouver un endroit un peu au calme dans lequel enregistrer un podcast, je me suis dit cet endroit c'est parfait. Est-ce que l'endroit dans lequel tu es est important pour toi pour lire ? Est-ce que tu as besoin de conditions spécifiques pour lire ? Pas du tout. Alors là vraiment la lecture ça peut être n'importe où, que ce soit dans le métro, sur un lit, dans une salle d'attente, dans une file debout. Ça m'emporte absolument pas. Le monde extérieur ne te gêne pas ? Non, absolument pas. Le seul truc qui me distrait, c'est une conversation téléphonique dont on n'entend pas l'autre voix. C'est marrant, hein, ce truc. Ah oui. Tu sais, quand t'es dans le train, t'entends quelqu'un qui est là. Allô ? Oui, oui. Non, mais parce que là, qu'est-ce que tu en pensais, toi ? Non, mais tout ce que je voulais savoir. Et là, on est là. Non, en fait, non, je peux pas me concentrer, quoi. Il pourrait y avoir des gens qui parlent, qui ont une conversation. Ça me dérange pas du tout. Si t'as les deux. Ouais. Et si tant que la moitié, c'est pas possible. J'ai entendu dire que c'est un phénomène cognitif qui fait que, en fait, ton esprit te force à remplir la deuxième moitié de la conversation et du coup, t'es mobilisé. Ce que je trouve très intéressant en termes littéraires parce que, oui. en fait, c'est ce qu'on fait tout le temps quand on lit. Ouais. Okay. Mais qu'est-ce qui a bien, quel est l'autre côté de l'histoire? Si, ça m'est arrivé dans des trucs marrants de lire tout en essayant désespérément d'endormir le bébé en porte-bébé par exemple dans l'Eurostar où tu te tiens donc entre les deux wagons, t'es en train d'essayer d'endormir le gamin et en même temps tu bouquines, sinon c'est très ennuyeux quand même, t'es là en train de faire ça et puis tu t'oscilles tout en lisant ton bouquin avec le bébé qui dort, en le caressant jusqu'à ce qu'il s'endorme. Ça c'est des bons souvenirs de lecture finalement, parce qu'en fait on peut passer beaucoup de temps à lire entre deux wagons comme ça. Est-ce que tu aurais un mot, un terme, une phrase qui définirait ton rapport à la lecture ? Je pense que c'est vraiment un aspect de mon identité. C'est-à-dire que j'ai du mal à le... Pour moi, c'est pas une activité. C'est vraiment un truc très très crucial. Enfin, c'est vraiment un paramètre de mon identité qui est très fort. Et parfois, je me dis, qu'est-ce qui se passerait si je perdais le goût de lire ? Ça m'est jamais arrivé, je dois dire. Et en fait, je me demande parfois comment je réagirais si c'était le cas. Si je voyais que j'avais un désintérêt, je pense que j'aurais peur que ce soit de l'ordre de la dépression ou d'une forme d'un problème de santé mentale. Mais qu'est-ce qui se passerait si un jour je décidais qu'en fait j'ai plus envie de lire, ça me branche plus. Je me demande qu'est-ce qui adviendrait en termes d'identité quand plus j'ai de stress et plus il y a une espèce de boulimie de refuge qui se met en place. Okay. C'est presque plus sain les périodes où je lis un peu moins parce que justement ça montre qu'il y a peut-être moins. Mais c'est marrant parce que je parlais de ça récemment avec ma mère. On parlait du fait que les ados décrochent de la lecture entre guillemets et c'est évidemment il y a plein de problèmes de ce côté-là, etc. En même temps, je suis toujours réticente de dire mon Dieu, ma fille qui lisait tellement, tout à coup elle a lit beaucoup moins ou
elle a arrêté de lire, etc. Parce que je me dis que l'adolescence, c'est comme une période où ils ont plein d'autres choses à découvrir, à faire, une vie sociale à avoir, parfois une vie professionnelle si jamais ils commencent à avoir des petits jobs, etc. Des activités sportives et tout. Et je suis pas sûre que ce soit un signe d'immense santé mentale d'avoir un ado qui est constamment confiné dans sa chambre à lire. Moi, c'était mon cas et j'ai pas du tout eu une adolescence particulièrement heureuse. Et je pense que comme beaucoup de choses qui sont une obsession, ça peut être aussi un symptôme de mal-être, paradoxalement. Je me souviens que donc je détestais mon collège, mon lycée, et je faisais de la bibliomancie. C'est-à-dire que c'est la pratique qui consiste à ouvrir un livre au hasard pour lire une ligne et dire que ça va prédire ta vie. Donc on a une certaine superstition, souvent quand on est adolescent. Et donc sur un nombre de crises qui se passaient dans ma vie familiale ou autre, j'ouvrais, c'était surtout Harry Potter, au hasard. Je le faisais en fermant les yeux, je mettais le doigt sur une ligne pour regarder, et puis il y avait écrit, je sais pas quoi, le professeur Tréonnet ouvrit les yeux et dit bon ça va, ça a l'air ça va bien se passer. Ou alors au contraire, alors une silhouette apparue et je me disais oh non, il va se passer un truc. Et puis je faisais beaucoup de fan art, beaucoup de trucs comme ça pour me réfugier dans cet univers-là aussi, parce que c'était une stratégie d'évitement. T'as beaucoup utilisé le mot refuge en parlant de livres, ça a été ça longtemps? Toujours quand même, hein. Toujours quand même. Ouais. Donc il y avait toujours des livres à la maison, c'était toujours comme occupation, tu t'ennuies, prends un livre, quoi. C'était vraiment ça allait complètement de soi. On te lisait des histoires peut-être Ouais, mes parents, mon père me lisait des BD, il me racontait énormément d'histoires aussi. Alors la plupart du temps, il les inventait pas, c'était des histoires de la mythologie grecque qu'il racontait à voix haute, et aussi des contes, certains contes de Grimm. Alors les premiers livres qui ont été importants pour toi ou dont tu te rappelles, est-ce que tu pourrais me raconter? Oui, alors il y avait donc pas mal d'albums, des albums de Claude Ponty, dont je me souviens très bien, La Tempête notamment avec Florence Sévos, des Tom Tom et Nana, tous les classiques des années 90 comme ça. Au début tu prenais ce qu'il y avait à la maison peut-être? Tout, mais très longtemps, parce qu'en fait mon père il me restreignait rien du tout, donc en plus je lisais genre des Largo Winch à 7 ou 8 ans, le truc qu'il faut surtout pas faire, plein de sexe, de trucs ignobles. Je lisais Les Malheurs de Sophie, tout un tas de classiques aussi de ce style-là, et après les romans, quand même beaucoup de trucs comiques. J'adorais les Fantômettes, passionnément. J'adorais aussi les Fifi Brin-Acier, les Bennett de Anthony Buckeridge. Ces 3 séries-là, Fantômettes, Bennett et Fifi Brin-Acier, c'était quand même très 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 central. Aussi Le Petit Vampire de Angela Sommer-Bodenburg, qui est un classique des années 80, 70-80. J'ai découvert Agatha Christie, je les ai absolument dévorés. J'ai dû en dévorer, mais je sais pas, une bonne trentaine de suite. Et puis, je lisais quand même énormément à la BCD quand j'étais en primaire. C'est là que j'ai découvert Le Prince de mots tordus, Le Monstre poilu. Il y avait plein de livres. J'avais une bibliothécaire qui était géniale en primaire. Elle s'appelait Christiane et elle adorait tous les trucs un peu oulipiens pour enfants en fait. Et il y avait une phase de bouquins comme ça qui jouaient avec les mots. Typiquement ma maman m'a dit que mon amie Yvette était vraiment chouette de Alain Le Sceau. Et après au collège, je veux dire, au CDI de mon collège, il y avait tous les livres de l'école des loisirs de l'époque, pas tous, non pas tous, mais il y en avait beaucoup. Et donc c'est là que j'ai découvert la littérature adolescente, entre guillemets, puisque je pense que mes parents, à partir de l'âge de 11-12 ans, qu'est-ce qu'ils m'achetaient si ils continuaient quand même, par exemple, Harry Potter, elle me l'avait acheté, ma mère, quand il est sorti. Mais sinon, quand même, la littérature ado que je lisais, c'était en grande majorité au CDI, parce qu'il y en avait beaucoup, donc je les avais tous lus au bout d'un moment. Je les lisais sur place. Ah, okay. En fait, au lieu d'aller en permanence, j'ai jamais emprunté un livre de ma vie au CDI de mon collège. Je sais même pas comment on aurait fait, j'avais aucune... En fait, j'utilisais pas du tout comme bibliothèque, j'utilisais comme salle où on s'assoit et on lit les livres. Ouais, et puis moi, mon collège, c'était pas rigolo, j'étais quand même très harcelée, donc c'était vraiment... au moins dans le CDI, on était tranquille. Il y a quelques lectures dont je me rappelle en termes de partage, Le Passeur de Loïs Lahorie, qui avait été une révolution pour tout un tas d'entre nous. On n'avait jamais lu un livre comme ça, et je me revois avec ce bouquin l'avoir parce que quelqu'un de la chorale me l'avait prêté, et le prêter ensuite, tanner ma mère pour qu'elle me l'achète, et le prêter ensuite à une autre copine à moi au collège. D'accord. Je me souviens de ce livre-là en particulier, qui était très révolutionnaire à l'époque. Le Passeur de Loïs Lahorie, c'est un roman dystopique pour ados, un peu existentiel, avec une espèce de révélation centrale qui est particulièrement forte quand on n'a jamais été exposé à quelque chose comme ça en littérature. Harry Potter, on en parlait quand même pas mal. Je dirais qu'il y avait
il y avait au moins 3 ou 4 personnes autour de moi avec qui on pouvait parler d'Harry Potter. Et justement, une des stratégies consistait à les offrir. L'année où j'ai découvert Harry Potter, en octobre, je me souviens, 1999, j'avais demandé à ma mère de l'offrir à Noël à ma cousine pour avoir quelqu'un à qui en parler. C'était très clair que c'était pour ça que je voulais le faire. Et maintenant, je me dis que j'aurais adoré être ado maintenant, où il y a plus de plateformes pour découvrir des livres, s'exprimer, etc. Et où c'est aussi plus cool de lire, parce que je pense quand même qu'il y a c'est plus assumé maintenant. Parce que nous, on était un peu ceux qui lisaient, franchement, c'était un peu la caricature de la meuf qui est vraiment, c'est une loser, quoi. C'était vraiment la loser. Et en fait, là, après ce qui s'est passé, c'est quand il y a eu Harry Potter, il y a eu la montée des réseaux, pas des réseaux sociaux, des forums et des sites de fans. Et là, j'ai découvert le truc hallucinant de se dire que, évidemment, j'y avais jamais vraiment pensé, en fait, à l'autre bout du monde, il y avait des enfants, des ados de mon âge qui lisaient aussi le même livre, qui avaient des théories, qui avaient des idées. Et c'était étrange parce qu'il y avait à la fois une sensation de dépossession, entre guillemets, on se dit, mais c'est mon truc, t'as pas le droit d'avoir fait un site sur mon truc. Et en même temps de partage extraordinaire. Et comment je choisis des livres? Ça peut être des recommandations, notamment des recommandations d'Instagram. Ma mère a maintenant l'habitude qu'on entre dans une librairie et que je dise, ah, celui-là, il a été recommandé par Instagram, comme si c'était une personne, c'est juste que je me rappelle pas du pseudo de Lilou45 qu'il a proposé le jour précédent. Et puis souvent c'est parce que ça m'intrigue. Là par exemple hier j'étais à la librairie comme un roman, mais j'ai vu mon regard a été attiré par un livre qui se présente comme un thriller théorique. Un thriller théorique? Thriller théorique, ouais. C'est comme ça que c'est ça se vend. Ouais, et là j'ai dit il me faut ce livre du coup, forcément. Surtout ce que j'aime bien sur Instagram, en tout cas selon l'algorithme, je sais pas si je l'ai bien dressé, je l'ai bien fouetté jusqu'à ce qu'il me donne les bons trucs, mais j'aime bien parce qu'on trouve des trucs assez atypiques quand même, des bouquins dont j'aurais vraiment jamais entendu parler sinon. Et puis c'est marrant aussi de voir la manière dont les gens réagissent à tel ou tel livre, parfois très différente de la sienne. J'apprends quand même assez vite à voir qui est plus ou moins sur la même longueur d'onde en termes de critique ou de chronique littéraire que moi, et du coup je sais grosso modo que si quelque chose leur a plu, ça risque de me plaire. Je pense que toute la clé quand même quand on cherche des livres, c'est de chercher non seulement les livres qui sont dans notre zone de confort, mais aussi un tout petit peu en dehors. On va pas se mettre du jour au lendemain à lire un genre qu'on n'a jamais lu, dans sa version la plus radicale et avant-gardiste par définition. Et je pense que ce qui est l'avantage d'un endroit comme Instagram ou de réseaux sociaux dans la vie réelle, c'est quand des gens peuvent nous tirer un tout petit peu vers un truc un peu différent, et ensuite un peu différent, et ensuite un peu différent, et sans qu'on s'en aperçoive, au bout d'un moment, eh bien, on est arrivé vers un type de plaisir et un type d'exigence littéraire qui était pas du tout là au départ. T'aimes bien ça, être un peu légèrement bousculé? Ah ouais. Moi, ça, c'est très important. Ouais, c'est très important. Il faut vraiment qu'il y ait un truc qui soit intriguant. Et je suis beaucoup plus indulgente envers les bouquins avec un parti pris formel complètement what the fuck, un gros truc bien expérimental, et qui sont un peu ratés dans la réalisation, que des livres impeccs, mais hyper mainstream. Et par exemple, qu'est-ce que tu lis en ce moment? Un ou plusieurs peut-être? En ce moment, là, tu vois, je viens de finir celui-ci, la collection Radar chez Éco-Société, qui est une maison canadienne. Donc là, je suis en train de finir le deuxième. Donc j'ai lu La cause animale et je suis en train de finir le deuxième que j'ai, qui s'appelle S'engager en amitié. Et c'est des essais. Alors pour ceux qui ne les voient pas, parce que en fait ils écoutent les gens, donc tu vois ils voient pas ce que je te montre. Non mais moi je vois. Et ben voilà, donc tu peux confirmer que ils sont très beaux, ils ont des couleurs bien pop. Il y en a un qui s'appelle donc La cause animale de Alexia Renat, c'est un très bon nom d'ailleurs. C'est génial. La cause animale. Et Camille Toffoli S'engager en amitié. Et en fait, c'est des tracts, c'est pas des tracts, c'est des livres pour ados qui parlent de thèmes, voilà. Et La cause animale est remarquable. Pourtant, Dieu sait si j'en ai lu beaucoup sur le sujet, mais j'ai appris plein de trucs, alors que franchement, je m'attendais pas à apprendre des choses, je m'attendais à trouver ça intéressant, mais voilà. Et vraiment extrêmement fascinant. J'ai vu quand tu m'as montré les livres qu'il y avait des petites cornes par-ci par-là. Alors ouais, c'est très très spécifique. En fait, je corne le livre quand il y a un truc que j'aime bien ou qui m'intrigue ou qui m'intéresse, mais je ne le souligne pas. T'écris pas dans tes livres. Et ça c'est très important, mais c'est pas parce que j'aime pas écrire, c'est pour une raison très spécifique. Ouais. C'est que en fait, j'aime beaucoup l'idée, et de fait ça se vérifie à chaque fois, que des années plus tard, je peux ressortir le bouquin de mon truc, aller voir la page qui est cornée et me dire
mais qu'est-ce que c'était dans cette page qui m'a frappée? Et alors déjà, ça t'oblige à relire toute la page, et ça peut te faire dire, ah bah tiens, j'ai envie de relire les 3-4 avant ou les 5-6 après. Mais en plus, ce qui est fascinant, c'est que des fois, tu te rappelles immédiatement, t'es là, c'est cette métaphore, ou c'est cette manière de dire, ou c'est ce paragraphe. Et d'autres fois, t'es là, mais qu'est-ce que j'ai trouvé dans cette page? Mais pourquoi j'ai trouvé ça intéressant? Et parfois, en plus, j'écris toujours la date à laquelle j'ai lu un livre, au tout début du livre. Là, il se trouve que je l'ai pas fait parce que j'avais pas de stylo quand je les ai lus ce matin, dans le métro. Mais normalement, j'écris toujours donc la date exacte de la lecture. Donc je trouve un livre et je vois que c'est, je sais pas, 2014, donc genre ça fait 10 ans que je l'ai lu. Et ça me reconnecte ou pas au moi de lecteur, lectrice que j'étais à l'époque. C'est génial ça. Et donc ça t'arrive de temps en temps de relire des textes? T'as besoin alors ça m'arrive rarement malheureusement, Okay. Et j'aimerais bien être quelqu'un qui relit plus et je le fais pas assez. Alors là, je vais le faire en janvier. Parce que ça fera exactement, en janvier, exactement 10 ans que j'ai lu Toute la recherche du temps perdu. Ok. D'un coup, donc de janvier 2015, du 1er janvier 2015 à peu près juin 2015. Et je m'étais dit à l'époque, dans 10 ans, je vais refaire la même chose. Ouais, et donc là, étonnamment, on arrive aux 10 ans. Et c'est cette année. Et donc j'ai décidé de refaire la même chose. Donc à partir du 1er janvier, je ne vais lire que la recherche à nouveau. Et cette fois, j'ai fait un pacte avec ma mère, qui elle aussi l'a lu, mais il y a encore plus longtemps, il y a très 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 longtemps, que elle aussi va le relire en même temps que moi. Vous le relirez ensemble. On le relira ensemble. C'est et on se hyper fera beau. des petites updates. Parmi les auteurs et autrices que tu suis, est-ce qu'il y a des personnes dont tu te dis que tu liras absolument tous ou t'as tout lu? Mario de Muraille. Mario de Muraille. Ouais, Mario de Muraille toujours. Je lis tout d'elle. J'ai pas, il me semble pas en avoir raté depuis. T'as un texte préféré d'elle qui viendrait là? C'est très compliqué. J'ai une énorme affection pour Miss Charity, mais en même temps, tous. En fait, Mario de Muraille, c'est quand même tout ce qu'elle écrit. C'est un degré de perfection qui est difficile à. Il y a rien qu'elle écrit qui soit moyen, en fait, je trouve. Moi, il y a pas vraiment d'équivalent de quelqu'un qui écrive dans autant de genres différents. Et puis toujours avec cette espèce de luminosité. Enfin, c'est une écriture qui irradie complètement. Donc elle toujours, je lis toujours. Tout à l'heure, tu avais dit que quand tu étais plus jeune, t'avais voulu offrir Harry Potter à ta cousine pour pouvoir en parler avec quelqu'un. Ça a très bien marché d'ailleurs. Ça a très bien marché, c'est vrai? Oui, ça, oui. je t'ai pas demandé tout à l'heure. Bon, bah, tant mieux. Est-ce que c'est quelque chose que tu peux à nouveau faire aujourd'hui? Offrir un livre à quelqu'un parce que t'as très envie d'avoir son avis et d'en parler? Alors, parce que j'ai très envie d'avoir son avis, pas forcément, même si ça peut arriver. Et puis quand même, ce besoin de discourir des livres ou de discuter des livres, je le trouve aussi par les réseaux. Moi, j'utilise beaucoup les hashtags, en fait. C'est-à-dire que sur Insta, je mets hashtag le titre du livre. Et c'est pour ça que j'en parlais avec un pote, là, parce que j'avais publié un truc en disant, mais mettez des hashtags à la fin, qu'est-ce que c'est que ce truc? Il y a plein, on trouve pas après vos trucs. Il me disait, mais pourquoi tu voudrais chercher des titres par hashtag? Je dis, mais sur Insta, c'est le seul moyen de trouver une discussion sur un livre. Et lui, il avait pas du tout vu ça comme ça, mais c'est vrai que. Et après, il y a aussi le truc, mais j'imagine que vous voyez beaucoup ça en librairie, on a un peu sa gamme de livres par défaut. Si jamais on a un cadeau à faire en urgence qui fonctionne avec à peu près tout le monde. J'en ai. Et alors, par exemple, Rosa Candida. Ah oui. Ouais. Rosa Candida de Olaf the Tear. Odurada Olaf the Tear. J'ai trouvé que c'est l'un de ces textes amphibies merveilleux à offrir à la fois au tonton Ronchon et à la petite cousine de 16 ans. Et en fait, ce livre est assez miraculeux comme ça parce que c'est un livre qui présente cette particularité qui est quand même assez rare de convenir à plein de gens comme ça. J'aime beaucoup offrir en cadeau les livres de Mélanie Leblanc, Je te souhaite, au Vent Ternier. Il y a aussi un type de personne, de lectrices femmes qui aiment bien les classiques et qui aiment bien, je dis femmes, je ne devrais pas, mais la vérité c'est que c'est le cas, qui aiment bien les classiques et qui aiment aussi bien la littérature contemporaine un petit peu exigeante et qui ont très rarement lu Nord et Sud d'Elisabeth Gaskell, qui pour moi est l'un des chefs-d'œuvre de la littérature du 19e britannique. Okay. C'est une espèce d'orgueil et préjugé dans la révolution industrielle. Et c'est vraiment... en Angleterre, c'est un classique de chez classique, mais en France, pourquoi il est pas très connu, ce bouquin. Et j'aime bien demander comment
les gens rangent leur bibliothèque? Est-ce que tu as un classement particulier, une obsession? Donc j'ai plusieurs bibliothèques qui sont rangées de manière différente. Ok. Certaines personnes qui sont un peu obsessionnelles compulsives trouvent ça très très bizarre. Mais moi ça j'aime bien. Donc j'ai une bibliothèque qui est un peu la bibliothèque de synthèse des livres de mon compagnon et de moi. C'est un petit peu la définition de l'amour, c'est qu'au bout d'un moment t'es obligé de fusionner tes livres. Donc voilà, il y a une bibliothèque qui est classée en arc-en-ciel de manière fortement instagrammesque. Par couleur donc? Ouais, par couleur. Ok. Et puis il y a une bibliothèque qui est entièrement blanche. Il y en a une autre qui est blanche et bleu foncé, parce que j'adore le bleu foncé. Et à l'intérieur de ça, classé par ordre alphabétique, pas forcément? Non, ils sont un peu classés par humeur en fait. Okay. Ou alors si c'est des livres qui ont particulièrement compté ou qui sont très 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 affectivement importants, ils sont plus à hauteur d'œil par exemple. Ok. Et d'ailleurs, je me suis mis que peut-être inconsciemment, j'ai mis les livres que j'aimais moins à mes pieds. Oh. C'est trop beau. Et en fait, j'ai un placard sous l'escalier comme tout beau de maison anglaise. Et j'ai fait construire une porte secrète qui s'ouvre. En fait, c'est une étagère de livres. Et en fait, ta-da-da, quand on la fait bouger, ça s'ouvre. Et tu as des livres qui sont rangés là, donc c'est une bibliothèque. Ouais. Et alors, c'est devenu la bibliothèque des livres principalement jeunesse magique. Donc c'est tous les livres qui sont un peu liés à la magie, ils sont tous là. Tous les Harry Potter, ils sont là, les Philippe Pullman, Passe-Miroir et compagnie, tout ça, ils sont là. C'est le placard magique. Je rêve de visiter tes bibliothèques. Je te montrerai une vidéo si tu veux. Mais avec plaisir. Ça a l'air incroyable. Je me cache à l'intérieur du placard magique. Entre la bibliothèque magique, la bibliothèque arc-en-ciel, la bibliothèque de l'amour, c'est quand même la bibliothèque de l'amour, ouais, c'est vrai qu'on peut dire ça. Alors c'est pas vraiment le coup de l'île déserte, mais est-ce qu'il y aurait 3 livres vraiment marquants pour toi, sont vraiment très importants, qui t'accompagnent, qui ont peut-être changé quelque chose en toi au moment où tu les as lus? Malgré tout, si je dois penser aux lectures qui dans ma vie ont été les plus importantes, donc pour ma vie, je pense que c'est Harry Potter. Enfin, je veux dire là, il n'y a pas d'ambiguïté. Ça a changé ma vie parce que c'est par ça que j'ai appris l'anglais, que je suis partie en Angleterre. Ma vie aurait été complètement différente sans Harry Potter, ça c'est sûr et certain. Un livre qui a été très important pour moi en termes de comprendre quelque chose sur la littérature, c'était Lolita de Nabokov, parce que je l'ai lu vraiment trop jeune. Ah. J'avais peut-être 13 ans, donc j'avais l'âge de l'héroïne. Et j'avais jamais été confrontée en fait à un narrateur non fiable, qui en plus non seulement criminel, mais c'est pas que ça, parce qu'il est aussi complètement ambigu, un peu dingue. Et ça, ce geste littéraire-là, je le connaissais pas du tout. Et ça a été vraiment très, 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 très radical pour moi, ce moment de découverte de Lolita. À la fois, c'est magnifique, en même temps, c'est horrible. Et le troisième, je sais pas, bon, il y en a quand même vraiment beaucoup qui ont été centraux, mais quand même, je citerai Proust, parce que Proust, non seulement c'est une expérience littéraire qui est pour moi marquée par un certain moment, etc. de ma vie, je m'en souviens très très bien, etc. Et puis c'était aussi lié à des émotions très fortes quand j'avais découvert ce texte. Mais je trouve que lire toute la recherche, c'est une expérience qui est très intéressante d'un point de vue littéraire aussi, parce que il y a des moments qui sont très ennuyeux dans Proust, il y en a même beaucoup. Mais ce qui est fascinant, c'est qu'en fait, l'ennui devient une expérience littéraire. Et en fait, quand on se retourne à la fin là-dessus, juste avant, en plus, les deux Albertines qui passent à une allure, mais complètement folle, parce que c'est du thriller, quoi. Et en fait, on s'aperçoit que cette espèce de matière de l'ennui et de la difficulté et du côté un peu marasme a fait partie de l'esthétique du livre. Et c'est là que j'ai compris quand même qu'il y a quelque chose dans la littérature qui fait que les affects négatifs sont aussi des affects positifs. Il peut y avoir des raisons littéraires à la laideur, à l'ennui, voilà. Après, ça donne l'impression que Proust n'est que de l'ennui, c'est pas du tout vrai. Mais c'était pour ça que je répondrais à cette question, que ça a été très formateur pour moi de me dire, un livre n'a pas à te tenir addict du début à la fin. Du tout, c'est pas sa responsabilité. Et non seulement ça, mais tu rates quelque chose si tu penses que c'est seulement ça la lecture, quoi. Dans la dernière partie de l'échange, il y a une série de questions qu'on a appelées le passeport littéraire, qui est un peu les mêmes questions qu'on pose à tout le monde. La première d'entre elles, que j'aime bien, Clémentine, si tu étais un titre de livre. Alors, un livre qui est paru très récemment, publié par Élise Hugny-Léger, qui s'appelle 2020, Petite traversée franco-britannique, et qui est sur sa propre expérience de vivre 20 ans en France et 20 ans en Grande-Bretagne, donc 2020, puisque 20 et 20, et que c'était pile poil en 2020. Mais le Petite traversée franco-britannique, je pense que mon identité étant quand même très séparée entre ces deux pays, c'est celui que je dirais spontanément comme oui, titre. C'est joli. Est-ce que
il y a une héroïne ou un héros de roman que tu aurais aimé incarner? Oh, Fantomette, moi, c'est vraiment l'héroïne la meilleure héroïne de toutes les séries du monde. Fantomette, c'est une héroïne très particulière parce qu'elle a pas de super pouvoir. Et elle vit sa vie normale d'adolescente, etc. Et en même temps, elle mène cette vie de recherche. Et c'est drôlissime. Et le décalage constant de cette espèce de monde de framboisie qui est notre monde sans l'être tout à fait. Et puis hyper vintage aussi, avec un feeling hyper 60s. Est-ce qu'il y a un livre qui t'a causé un grand chagrin de lecture? Tu peux entendre le mot chagrin comme tu le souhaites. Ah oui, carrément. Là, le plus fort souvenir de tout, mais vraiment, un choc dont j'ai mis vraiment du temps à me remettre. Mais pour moi, je considère que c'était vraiment mon premier chagrin d'amour parce que je l'ai vécu comme ça et je me suis retrouvée la même douleur plus tard dans des entre guillemets vrais chagrins d'amour. C'est le dernier tome des Royaumes du Nord de Philippe Pullman. Donc le dernier tome qui s'appelle Le Miroir d'Ambre. Et à la fin, je ne vais pas le spoiler, mais il se passe quelque chose d'effroyablement triste. Et moi, cette fin, je me souviens que j'avais refermé le livre complètement hébété, avec cette impression, tu sais, quand tu viens de rompre avec quelqu'un, et en fait, t'as cette réalisation, après le coup de téléphone, la discussion, je ne sais quoi, que en fait, ça y est, c'est fini, quoi. Et je me souviens d'avoir refermé ce livre, en disant, mais en fait, c'est vraiment ça la fin, il n'y aura pas d'autre chose, c'est vraiment ça la fin, d'impression c'est complètement improbable de se dire ça et là je m'étais mis à pleurer et j'avais pleuré, je me suis sanglotée à gros bouillon. J'étais dans une chambre d'hôtel avec ma sœur qui était beaucoup plus petite que moi, qui me disait mais qu'est-ce qui va pas? J'arrivais même pas à parler. C'était horrible. Et ça ouais ce livre là vraiment la définition du chagrin d'amour. Je devais avoir 12 ans ou 13 ans. Ok. À l'inverse, je sais pas si c'est vraiment l'inverse, mais comme tu parlais d'amour, est-ce qu'il y a un livre qui pour toi est la plus belle histoire d'amour jamais écrite? Parce que moi, spontanément, pour moi, la plus belle histoire d'amour jamais écrite, elle est plutôt dans un film, c'est plutôt Les Parapluies de Cherbourg. Mais son équivalent livre, pour moi, c'est, de manière très surprenante, Eugène Onegin de Pouchkine. Okay. Mais elle est belle pas parce qu'elle se finit bien du tout, au contraire. Elle est belle pour d'autres raisons, parce que je suis très intéressée par les histoires d'amour avec du temps qui passe entre les différents rendez-vous et les évolutions de vie qui peuvent se passer et qui mettent à distance les amours adolescentes. Est-ce que il y a des passages de livres qui t'accompagnent tellement que tu les connais peut-être par cœur? Alors, il y en a eu beaucoup à l'époque d'Harry Potter. Oui. Ce sont nos choix, Harry, qui déterminent ce que nous sommes vraiment, beaucoup plus que nos aptitudes. C'est Hermione qui dit ça? Non, c'est Dumbledore. Ah, c'est Dumbledore. Ce sont nos choix, Harry. Et puis évidemment, mais bien sûr que tout se passe dans ta tête, mais pourquoi pourquoi diable cela voudrait-il dire que ce n'est pas réel? Mais en fait, maintenant, non, pas trop. Je dois dire que je suis beaucoup moins petite citation que je l'étais avant. Je pense on a beaucoup galvaudé l'extrait et la citation avec les réseaux sociaux. Par contre, des plus longs passages, si, j'ai quand même des souvenirs. Il y a des passages de texte que je trouve particulièrement lumineux. Je pense par exemple, c'est un texte un album de Rebecca d'Outremer qui s'appelle Jacominus, où il y a plusieurs doubles pages de fausses photographies qui montrent le passage du temps et qui montrent combien Jacominus rencontre des gens et qu'il change au fil du temps. Et ces pages, pour moi, elles sont très 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 marquantes. 3 vignettes aussi de Claude Ponty dans L'Arbre sans fin, où Hippolène est tellement triste qu'elle se transforme en larmes parce qu'elle vient de perdre sa grand-mère, et donc elle se transforme en larmes et la larme coule très lentement à travers les feuilles de l'arbre. Et je trouve que pour moi ces 3 vignettes, je les montre systématiquement en cours à mes élèves parce que je trouve que c'est l'une des plus belles illustrations de comment on peut illustrer le deuil, pas seulement pour la jeunesse, plus généralement aussi, avec cette lourdeur et cette lenteur de la chute de la larme qui est devenue Hippolène. Dans le temps passé, justement, est-ce qu'il y a des auteurs ou des autrices que tu aurais aimé rencontrer? Colette et Simone de Beauvoir, ouais. Ça clairement. Franchement, Simone de Beauvoir, j'aurais été très très curieuse de la rencontrer. Bon, elle est morte quelques années avant que je naisse, mais je pense que ça aurait été vraiment très très intéressant. Et Colette, pour une autre raison, mais je trouve que pas forcément pour lui parler ou pour m'entretenir avec elle, je pense pas que j'aurais des milliards de questions, alors que Beauvoir, je pourrais tout à fait réfléchir à des questions. Mais Colette, juste pour l'entendre, parce qu'elle était quand même très spectaculaire. Et j'adorerais pouvoir aller à un salon du livre et écouter Colette parler. Ça serait vraiment vraiment génial, ouais.
La particularité de ce podcast, c'est que l'auteur que j'ai vu avant toi t'adresse une question. C'est ça, oui, je me souviens que tu m'avais mis ça dans l'email. Ouais. sans savoir qui serait mon prochain invité. Donc c'est une question un peu à l'inconnu. C'est Fabrice Melchior qui écrit beaucoup pour le théâtre, mais qui a publié un premier roman chez Actes Sud en août dernier, qui t'adresse la question suivante. Ouais. À quoi ressemblera un livre en 2068 ? Donc 2068, c'est... Oui, mais c'est non pas si longtemps, 2068. C'est dans 40 ans. Alors moi, j'ai aucune inquiétude qui n'existe plus, par exemple. Je pense tout à fait qu'il y en aura en 2068. Je pense que le livre a assez peu changé physiquement quand même depuis assez longtemps. L'objet physique livre, pour moi, sera le même. Par contre, les modes de consommation de cet objet, c'est surtout ça qui serait, pour moi, une question ouverte. C'est-à-dire, est-ce qu'il y en aura encore beaucoup? Qui les liront? Est-ce que ça sera juste une toute petite population ou pas? Ça, tu te poses la question? Ah ouais, carrément. Moi, ça me préoccupe énormément. Hein. Ouais, beaucoup. Les livres numériques, je suis sûre qu'il y en aura beaucoup et qu'il y en aura d'autant plus que ça continuera. Et peut-être les livres audio aussi. Mais par contre, pour quelle population? Moi, j'ai pas une énorme confiance en ça. Mais puis bon, en fait, on sait pas si on sera encore là en fait, 2068. Alors, à ton tour, il faut que tu poses une question à la personne que je verrai après toi. Alors moi, c'était plutôt... si tu devais donner un livre... c'est pour ça qu'on a ce truc de décalage temporel aussi à un enfant. Alors bon, je m'étais dit dans ma tête du début du 19e siècle, un livre d'aujourd'hui. Si tu devais donner un livre d'aujourd'hui à un enfant du début du 19e, à un enfant, disons un enfant de 12 ans. Comme ça, il peut lire quand même des trucs. C'est sympa, tu donnes un cadre. Ouais. En fait, je serais très intéressée de voir si un livre qui a un succès énorme aujourd'hui fonctionnerait, entre guillemets, sur la psyché de cet âge-là, quoi. Eh ben, c'est hyper passionnant comme question. Je lui poserai et je te ferai part de sa réponse. Et merci de m'avoir accordé ce temps. Merci. Super. Tout le monde. C'était le nouvel épisode de notre podcast Des gens qui lisent dans la bibliothèque des écrivains avec Clémentine Beauvais. Retrouvez sa sélection de livres et les autres épisodes sur le site de la librairie www.lesgentsquilisent.fr. Si vous avez aimé ce podcast, parlez-en à d'autres gens qui lisent. À bientôt à la découverte d'une autre bibliothèque et d'ici là, belle journée dans les livres.